Allez, bonjour à toutes et tous. On part très rapidement pour la, je pense, la dernière capsule vidéo ou au pire l'avant-dernière, mais bon, le gros morceau là, c'est le dernier gros morceau que je vais vous diffuser à distance. Donc, on va revenir sur ce texte de Zola que vous avez travaillé en commentaire littéraire, et moi je vous propose un corrigé ici sous forme d'étude linéaire, donc la 13e, hein, que vous allez présenter au bac, donc, et même dès le bac blanc là dans les prochaines semaines. Donc, je vous donne quelques éléments tout d'abord sur Émile Zola, que vous connaissez certainement un petit peu. Donc, Émile Zola, c'est un auteur naturaliste du 19e siècle. D'accord? Donc, c'est un contemporain de Balzac. Il a écrit Les Rougon-Macquart. Donc, c'est une série de 20 romans environ qui vise à peindre la société de son époque le plus fidèlement possible, tout en insistant sur les grandes métamorphoses de son siècle. Et vous voyez que c'est très proche, encore une fois, hein, je le redis, de Balzac. Donc, grande métamorphose, c'est-à-dire l'urbanisme, qui se développe notamment à Paris, le syndicalisme, les troubles politiques, etc., etc. Dans Germinal, ici, donc je vous l'ai mis en paratexte, pardon, c'est un des plus grands romans ouvriers. Zola décrit ou dépeint la trajectoire d'un personnage qui s'appelle Eugène Lantier, qui travaille, ou qui commence même à travailler, dans les mines de Montsou. Donc c'est ce que vous avez, le nom est noté ici. Et il découvre les conditions de travail complètement exécrables des mineurs, mais aussi de leur famille. Et donc ces mineurs, las d'être sans le sou, décident de faire grève pendant 6 semaines, donc c'est une grève continue, grève à laquelle ils n'ont pas de réponse et qui débouche sur une révolte, voire même une petite révolution, ici décrite par Balzac. Les bourgeois, si on peut dire, c'est-à-dire ceux qui sont les tenanciers des mines, se sont cachés, dérobés dans un hangar depuis lequel ils regardent la scène qui est en train de se jouer sous leurs yeux. Voilà pour le contexte et à la fois de l'écriture, mais aussi de l'extrait. La problématique, je ne vous la donne pas, vous allez la faire à la maison, comme la conclusion, et on y revient lundi en correction. En revanche, je vous donne le plan. Trois mouvements, ligne 1 à 6, la description d'une révolte épique, celle des femmes. Deuxième mouvement, ligne 6 à 13, l'arrivée des hommes présentés sous la forme d'une masse. Alors, j'ai donné l'adjectif compact qui ne me convient pas particulièrement, vous pouvez le changer et animaliser, en tout cas une masse, voilà, il faudrait un adjectif qui puisse correspondre à cette question du fait d'être justement compact, mais je n'arrive pas à en trouver un tout de suite. Troisième mouvement, l'annonce d'une révolte sanglante. Voilà. Allez, on se lance, j'essaie de faire ça en 15 minutes. Bon, premier mouvement, donc, la description d'une révolte épique, celle des femmes. Femmes qui sont, dès le début de l'extrait, mentionnées. C'est le premier mot qui ouvre l'extrait et qui est même rappelé juste ici, au pluriel, vous le remarquez, c'est-à-dire que les femmes sont nombreuses et cette importance numérique est rappelée ici par un millier. Et vous verrez que plus tard, il parle aussi des hommes qui, eux, sont 2000. Donc, dès le début du texte, on commence déjà à repérer un registre épique dû au nombre de personnes qui viennent manifester, qui viennent se révolter et qui, on le comprend, vont créer une sorte d'énergie, de rythme de la révolte importante à l'échelle du roman. Ces femmes, elles sont décrites de deux manières. Et ça, il faudra bien le préciser le jour de l'examen. Tout d'abord, elles sont peignées par leurs conditions sociales. Elles sont pauvres. Elles portent des guenilles, hein, vous avez un champ lexical tout simplement de la pauvreté qui se met en place. Elles ont la peau nue. Et vous avez d'ailleurs un polyptote que vous avez peut-être repéré en travaillant sur le texte. Nu, nudité. D'accord? Polyptote qui vient justement insister sur le caractère pauvre de ces femmes. Vous avez aussi les meurt-de-faim, etc., etc. Donc dès le début du texte, Zola, si vous voulez, laisse entendre au lecteur les causes de cette révolte, qui est tout simplement la pauvreté. Deuxième chose, ces femmes sont décrites en mouvement, comme dans un tableau, si vous voulez. Elles ont les cheveux épars, comme s'il y avait une sorte de souffle dans la révolte. Elles sont dépeignées, participe passé à valeur d'adjectif. Et vous avez une série, une énumération, pardon, de verbes d'action. Elles soulevaient, elles agitaient, à l'imparfait de description, hein, toujours la valeur ici de l'imparfait. Elles brandissaient des bâtons, hop,
etc. Elles hurlaient aussi, si vous voulez, etc., etc. Donc vous avez des femmes qui sont évidemment révoltées et vous avez surtout une description qui est extrêmement précise. Cette description précise, ça porte un nom en littérature, je vous l'ai peut-être déjà dit, ça s'appelle l'hypotypose. Et ça, il faut bien le noter. C'est-à-dire que la description est si précise que le lecteur a l'impression d'être à l'intérieur de la description et de la vivre. Le but ici pour Zola est justement de sensibiliser le lecteur à la condition presque tragique des personnages, ou en tout cas fortement pathétique, ce serait même plus juste d'utiliser le registre pathétique, et ce registre est doublé d'un registre épique parce que vous avez des femmes qui viennent combattre pour leur vie, pour d'une certaine manière leur liberté, et puis pour leurs conditions de femmes qui doivent être dignes et respectées. Donc vous avez, vous voyez, un texte très riche qui décrit cette révolte, tout à la fois pathétique, épique, et dont les raisons sont mentionnées de manière implicite par l'auteur. Vous voyez aussi que on part d'un constat généralisant. Les femmes. Et progressivement, dans la description, l'auteur va, comment dire, réduire cette description, la préciser avec des pronoms indéfinis. Quelques-unes tenaient leurs petits dans leurs bras. D'autres, plus jeunes, avaient des gorges gonflées de guerrières, etc., etc. Enfin, non pas etc. d'ailleurs, mais vous avez ici deux effets de resserrement descriptif qui sont possibles grâce aux pronoms et qui viennent préciser la pensée de l'auteur et puis rendre les images encore plus percutantes, plus fortes. J'ai l'impression de parler comme un journaliste de journal télévisé, c'est très désagréable. Bon, cette idée aussi, cet effet de resserrement est utile à Zola pour montrer que toutes les femmes sont concernées. Il y en a des jeunes, vous avez des adjectifs ici, vous en avez des vieilles, vous avez des mères qu'il nomme femelles, comme s'il y avait une sorte d'animalité chez ces femmes. Et donc, elle concerne évidemment cette révolte toutes les femmes qui deviennent par ailleurs des guerrières. Dernière phrase de ce premier mouvement. Donc, ces femmes vieilles, affreuses, hurlaient si fort que les cordes de leurs coups décharnés semblaient se rompre. Vous avez ici des images, en fait, l'emploi d'une image très forte avec des coups décharnés, comme si en fait ces femmes n'étaient plus que des squelettes, de par leur maigreur peut-être, mais aussi par le souffle et la révolte de leurs gestes. Et donc ces femmes sont au bord de la mort parce que leur cou décharné semblait se rompre. Donc vous avez une condition ouvrière qui est ici décrite par l'auteur, qui est dramatique, pathétique, et qui introduit, deuxième mouvement, la révolte, ou l'arrivée en tout cas des hommes. Ce basculement descriptif est introduit par la conjonction de coordination et les hommes déboulèrent ensuite, et vous avez ici un passé simple qui vient marquer une action courte, soudaine, et qui tranche avec l'imparfait de description tantôt utilisé par l'écrivain. Donc les hommes déboulent, eux ils sont 2000, donc vous comprenez qu'il y a 3000 personnes, vous imaginez un petit peu le spectacle que ça peut représenter, 3000 personnes qui se révoltent. Et donc ces hommes sont qualifiés, comme les femmes, par une énumération des galibots, des haveurs, des raccommodeurs. Ça, c'est le vocabulaire typique de la mine. C'est ce qui permet aussi à Zola de créer une description sociologique. Ça, c'est extrêmement important. Il utilise un vocabulaire très précis et il dépeint les personnages qui évoluent dans leur milieu, c'est-à-dire celui de la mine. Cette écriture sociologique, elle est possible par la description de la pauvreté qu'on vient de commenter, mais aussi par un vocabulaire très précis, celui de la condition minière, galibot, haveur, raccommodeur. Ces hommes, ils deviennent progressivement une masse compacte, hein. Vous voyez, c'est ce que j'ai repris dans le plan ici. Et donc, si vous voulez, c'est une sorte de métaphore en fait. Les hommes ne font plus qu'un, et cette masse compacte, vous avez une proposition subordonnée relative ici, elle roule en un seul bloc, et vous avez des adjectifs qui viennent la qualifier. Elle est serrée, je vais mettre en, je sais pas moi, en vert. Elle est confondue au point qu'on ne distinguait ni les culottes déteintes ni les tricots de laine en loques, effacés dans la même uniformité terreuse. Ça, c'est très important et il faut le noter ici, c'est que les hommes ne se révoltent pas de manière individuelle. C'est une masse, c'est un groupe, le groupe de la mine, si vous voulez. Et le fait de les réunir en une seule entité permet à Zola de démontrer le danger que ces hommes représentent pour les bourgeois tout d'abord, mais aussi pour l'ordre social discriminant dont ils sont victimes, parce que ces hommes sont pauvres.
parce que le système veut qu'il soit pop, si vous voulez. Et donc cette révolte, là aussi, vous pouvez continuer à filer le registre épique, est donc épique parce qu'il y a une révolte multiple, et vous avez l'adjectif ici terreuse, qui vient bien sûr ramener le champ lexical, ou c'est tisser un réseau lexical, si vous voulez, propre à la condition minière. Bon, je vais assez vite, hein, mais bon, vous savez qu'on ne peut pas tout commenter dans un texte, hein, donc vous prenez ce qui vous paraît le plus utile. Les yeux brûlaient. On repasse sur un imparfait de description, vous voyez ici, hein, d'accord? On voyait. Alors, qui est ce on? Point d'interrogation, on ne sait pas. On peut se douter que ce sont les bourgeois qui voient la scène se produire devant leurs yeux, mais on peut se douter aussi que c'est nous, lecteurs, voire même le narrateur qui raconte l'histoire, qui est concerné. Ce on, il vient justement inclure le lecteur, bien sûr, dans le texte et fait en sorte que nous nous y reconnaissions et que nous y croyons, qu'on voit cette scène et qu'elle nous étonne aussi. On voyait seulement les trous des bouches noires chantant la Marseillaise, dont les strophes se perdaient en un mugissement confus, accompagné par le claquement des sabots sur la terre dure. Vous voyez que progressivement, ici, le corps des mineurs, le corps social, hein, se métamorphose. Ces hommes, on ne les voit plus, ils disparaissent. Il y a une stratégie d'effacement des personnages ici. Ils deviennent des bouches noires, qui chante certes la Marseillaise, mais dont les strophes se perdent en un mugissement confus, c'est-à-dire que cette Marseillaise, on n'arrive plus à la distinguer, accompagnée par le claquement des sabots sur la terre dure. Vous le comprenez ici, les hommes sont animalisés, d'accord? Ils deviennent des bouches, des gueules noires, qui crient, qui mugissent comme des animaux le font, et dont les sabots claquent sur la terre dure. Donc vous avez ici des humains qui disparaissent, qui s'animalisent, ce qui rend la description évidemment plus percutante et qui vient impressionner encore une fois les lecteurs parce que c'est une manifestation, une révolte qui est violente et puis qui est bruyante, qui est caractérisée par son souffle presque animalier. Au-dessus des têtes, parmi le hérissement des barres de fer, une hache passa. Cette hache, elle est importante. Là aussi, on passe sur du passé simple. Vous voyez que vous avez tout le temps une alternance entre imparfait et passé simple. Action longue, action longue, action courte, description, action courte, etc. Une hache passe. Cette hache, elle est portée elle est toute droite, pardon. On revient sur cette hache unique, donc il insiste, hein, répétition comme procédé d'insistance, et cette hache, elle devient, par un phénomène de comparaison, l'étendard de la bande. C'est-à-dire que cette hache, progressivement, elle va préfigurer une révolte qui va se finir dans le sang, on s'en doute. Pourquoi? Parce que cette hache est comparée ou devient métaphoriquement le profil aigu d'un couperet de guillotine. On comprend ici que ces hommes se battent non pas seulement pour se battre, mais pour renverser, si ce n'est le système, au moins la situation de pauvreté dans laquelle ils sont, et qu'ils sont prêts à se battre, manu militari, avec les mains si vous voulez, pour exister et pour être respectés en tant que travailleurs. C'est très, très actuel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ce texte, vous pouvez lire à la lumière de l'actualité ce qui se passe en ce moment, d'une très, très facile enfin, d'une manière très simple, hein. Dernier mouvement, je me dépêche. Grand 3, troisième mouvement, l'annonce d'une révolte sanglante. Et donc cette annonce de révolte sanglante, elle est introduite par du discours direct qui est ici rapporté. Et ce n'est pas n'importe quel discours, c'est le discours de Madame Hennebeau, qui n'est ni plus ni moins que la femme du directeur de la mine de Montsou. D'accord? Et par Négrel, qui est aussi un bourgeois, présent dans Germinal. Quel visage atroce, balbutie-t-elle. Mais vous avez ici un point d'exclamation qui vient montrer le décalage, bien sûr, presque ironique, entre ce qu'il se passe dans la révolte et le constat qu'en font les deux bourgeois. Quel visage atroce, et lui se décharge, le diable m'emporte si j'en reconnais un seul. Il se désolidarise, bien sûr, de la révolte. Vous avez une proposition subordonnée circonstancielle de conditions ici, qui vient montrer cette désolidarisation, ce recul qu'émet le personnage Négrel. D'où sortent-ils donc? Et là, le mot tombe, ils deviennent des bandits, des hors-la-loi, et ça vous montre, si vous voulez, que les mineurs et ceux qui gouvernent ou ceux qui dirigent la mine ne sont pas sur le même rapport hiérarchique, évidemment. Lui, il tente de les faire devenir bandits, donc de les faire devenir des hors-la-loi. Et là, on voit que c'est Zola qui reprend la parole. Et en effet, vous avez
connecteur logique qui vient démontrer que le narrateur ici vient donner presque en implicite son point de vue. La colère, la faim, ces 2 mois de souffrance et cette débandade enragée au travers des fosses avaient allongé en mâchoires de bêtes fauves les faces placides des houilleurs de Montsou. Cette phrase, elle est extrêmement importante, c'est quasiment la thèse narrative, on pourrait dire, du texte. Euh, le narrateur revient sur la colère, la faim, il donne donc une légitimité au combat des mineurs, visiblement. Aussi parce que il inscrit ce combat dans une durée, il y a un complément circonstanciel de temps, c'est 2 mois. Cette lutte a été longue et ces 2 mois, ils ont été faits de souffrance, complément du nom très important, enragé au travers des fosses et il continue, si vous voulez, à filer la métaphore animale. On parle de mâchoires, comme les mâchoires d'un loup, d'un chien, donc d'un animal qui peut mordre, de bêtes fauves, donc enragées, si vous voulez, des houilleurs de Montsou. Donc petit à petit, les houilleurs de Montsou, qui sont d'ailleurs nommés pour la première fois sous la forme ici d'une périphrase, sont devenus des animaux, pas forcément violents, mais prédateurs, prêts à mordre et donc à se défendre. À ce moment, le soleil se couchait, les derniers rayons d'un pourpre sombre ensanglantaient la plaine. Et progressivement, on voit que Zola va commencer à organiser un réseau lexical qui est celui du sang. Ensanglanté, la route, elle charrie du sang, les femmes et les hommes continuent à galoper, saignant. Vous voyez, même chose, un polyptote ensanglanté, saignant, sang. Quoique. Bon, en tout cas, mots d'une même famille réutilisés, quoi. Bon, on pourrait pas une petite polyptote, je pense quand même. Ensanglanté, sang saignant, comme des bouchers en pleine tuerie. Et vous voyez qu'il y a une inversion pardon, des rapports de force ici. Vous avez une comparaison qui vient justement, par définition, comparer les mineurs à des bouchers. Donc ceux qui étaient victimes deviennent maintenant bourreaux, c'est eux qui ont le pouvoir par les armes, pensez à la hache qui ressemble à une guillotine, mais aussi par le nombre qu'ils sont, le nombre de révoltés qui, par cette révolte épique, peuvent changer le cours des choses, mais le changer de manière violente par les armes et par les gestes, évidemment. D'accord? Et toujours, hein, donc ce champ lexical animalier, il galope comme des chevaux. Et donc, dernière réflexion de l'extrait, sous la forme du discours direct aussi, au superbe dirent à demi-voix Lucie et Jeanne, qui sont en fait 2 artistes, elles aussi vivant à la mine, bourgeoises, hein, remuées dans leur goût d'artiste par cette belle horreur. Et vous avez à nouveau un décalage, elles trouvent ça superbe. Alors, ces 2 personnages assez intéressants dans Germinal, parce qu'en fait, malgré le fait qu'elles soient bourgeoises, elles accueillent la révolte avec une forme de soutien. D'accord? Elle ne les condamne pas, ces mineurs, parce que pour elle, l'argent n'est pas plus important qu'autre chose, contrairement à Ennemo et les Négrel, pardon. Donc elle l'accueille, mais ce haut superbe sonne est un peu dissonant quand même, si vous voulez. Et elles le disent à demi-voix, donc elles ne sont pas très sûres. Et elles sont remuées dans leur goût d'artiste par cette belle horreur. Et vous avez cet oxymore qui vient terminer l'extrait, cette belle horreur, et qui annonce, bien sûr, une suite si ce n'est pathétique, du moins tragique, parce qu'on se doute qu'elle va très mal se terminer. Voilà pour ce texte, c'est un très beau texte, moi que j'aime beaucoup et que j'espère hein, qui vous a plu aussi. Je vous laisse pour lundi me faire de la petite problématique à partir de ce texte et de ce plan, et aussi la conclusion. On corrige ensemble bientôt. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, je ne sais pas trop quand vous regarderez cette vidéo, et à bientôt. 18h43, hein, vous remarquez que je m'améliore.